6 mars, Donald Trump publie un court message sur son réseau social. Il n'y aura aucun accord avec l'Iran. L'Iran n'acceptera qu'une capitulation sans condition. Retenez cette date. Le 6 mars. 8 semaines se sont écoulées. Et le même Trump qui exigeait la reddition totale de Téhéran au début du conflit semble désormais prêt à accepter presque n'importe quel accord, à condition qu'il puisse être présenté comme une victoire politique. J'observe la politique étrangère américaine depuis de nombreuses années, et rarement ai-je vu une perte d'influence aussi rapide chez un président américain en exercice. L'homme qui critiquait les autres dirigeants en disant qu'il n'avait aucune carte en main semble aujourd'hui assis à la table sans réel avantage. Le politicien qui se présentait comme un maître de la négociation peine désormais à conclure un accord majeur. Que s'est-il passé pendant ces 8 semaines? Comment une superpuissance, disposant du plus grand budget militaire du monde, a-t-elle pu se retrouver bloquée face à un pays vivant sous sanctions depuis des décennies? Aujourd'hui, nous allons analyser cela, étape par étape, sans émotion, uniquement des faits, de la logique et du contexte. Avant de commencer, une question pour vous. Comment pensez-vous que cette guerre se terminera? Par un accord ou par une nouvelle escalade? Donnez votre avis dans les commentaires. Commençons par les événements récents. La Maison-Blanche a annoncé une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Des représentants des États-Unis, d'Israël et du Liban ont participé aux discussions. Mais un acteur essentiel était absent, le Hezbollah. Or, le conflit au Liban concerne directement cette organisation soutenue par l'Iran. Cela soulève une question simple. Peut-il exister une véritable trêve lorsqu'une partie centrale du conflit n'est même pas présente à la table des négociations? La réponse semble évidente. Cela ressemble moins à un accord durable qu'à une pause temporaire. Une pause que Washington espère utiliser pour ramener l'Iran dans les discussions. Téhéran a clairement indiqué sa position. Tant que les frappes continuent au Liban, aucune négociation sérieuse n'est possible. Après plusieurs semaines de pression diplomatique, une trêve fragile a finalement été prolongée. Mais le problème de fond demeure. Les frappes ouvertes peuvent cesser. Les opérations discrètes, elles, disparaissent rarement. C'est pourquoi l'Iran continue de se méfier. Parlons maintenant du détroit d'Ormuz. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'un point sur une carte. En réalité, c'est l'une des routes maritimes les plus stratégiques au monde. Ce passage étroit entre l'Iran et Oman transporte une part importante du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Si ce couloir est perturbé, l'économie mondiale en ressent rapidement les conséquences. Depuis le début du conflit, l'Iran a renforcé sa présence dans la région. Le corps des gardiens de la révolution islamique, souvent appelé CGRI, a accru les patrouilles, les inspections et les restrictions maritimes. La tension a progressivement augmenté. Trump a répondu par une stratégie de blocus maritime. L'idée était simple. Si l'Iran contrôle le passage d'un côté, Washington peut exercer une pression depuis l'autre. Sur le papier, cela semblait solide. Mais les analystes du transport maritime décrivent une réalité différente. Plusieurs navires ont continué à rejoindre les ports iraniens malgré les restrictions. Comment? Beaucoup coupent leur système de localisation, naviguent de nuit et restent proches des côtes. Cela leur permet d'éviter les zones où la marine américaine peut intervenir directement. Des rapports indiquent même que des pétroliers sous sanctions ont réussi à traverser le détroit. Ces mouvements influencent immédiatement les prix du pétrole. Selon mon analyse, ce blocus montre des faiblesses visibles et Téhéran les connaît parfaitement. Nous arrivons maintenant à un point essentiel. Trump a limogé le secrétaire américain à la marine, John Phelan, un allié politique proche. Le départ a été rapide. Les médias américains évoquent des désaccords internes sur la production navale et l'état de préparation militaire. Cette explication paraît plausible, mais le contexte est plus large. D'un côté, la marine la plus puissante du monde. De l'autre, l'Iran, un pays sous sanctions dont la flotte était souvent décrite comme affaiblie. Pourtant, l'Iran continue d'exercer une pression sur l'un des détroits les plus stratégiques de la planète. Et au milieu de cette situation, le responsable naval perd son poste. Cela soulève une autre question. S'agit-il réellement d'un problème technique ou fallait-il simplement désigner un responsable? Les tensions dépassent une seule personne.
À l'intérieur du Pentagone, des rapports parlent de rivalité, de restructuration et de conflits internes. Pendant ce temps, le coût de la guerre continue d'augmenter. Des milliards sont dépensés dans les opérations militaires, les missiles, la logistique et les déploiements navals. Mais le résultat politique reste incertain. Ce qui devait être un affrontement rapide ressemble désormais à une confrontation prolongée. Un autre sujet reçoit beaucoup moins d'attention. Dans les médias occidentaux, un récit se développe, celui d'un Iran profondément divisé. Selon cette version, des factions modérées et radicales se disputeraient le pouvoir. Trump lui-même a déclaré qu'il était difficile de savoir qui dirige réellement à Téhéran. Parallèlement, des rumeurs circulent sur des tensions internes et des changements de leadership. Mais un élément important est apparu. Le président iranien Massoud Pezeshkian et d'autres responsables ont publié des déclarations coordonnées. Le message était clair. Il n'existe pas de fracture interne majeure. Le système reste en place. Ce niveau de coordination ne ressemble pas au chaos. Il ressemble à une continuité politique. L'Iran a perdu des figures importantes, mais sa structure de pouvoir continue de fonctionner. Cela mène à une question essentielle. Qui profite d'un Washington convaincu que Téhéran est instable? Certains analystes estiment que cette perception renforce la pression israélienne. L'image d'un Iran affaibli pourrait justifier une nouvelle escalade militaire. Ce qui amène une autre interrogation. Trump suivra-t-il encore une fois totalement la stratégie de Benjamin Netanyahou? Car une grande partie du conflit a été influencée par les intérêts israéliens. Et la prochaine étape pourrait dépendre des décisions prises à Washington. Quelles options restent aujourd'hui à Trump? On peut les diviser en 4 scénarios principaux. La première option serait des frappes limitées autour du détroit d'Ormuz. Les cibles pourraient inclure des vedettes rapides, des poseurs de mines ou des systèmes de défense côtière. Les États-Unis ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à répondre militairement à toute menace contre la navigation. Mais un problème demeure. Les batteries de missiles côtiers iraniens restent actives. Tant qu'elles fonctionnent, aucun navire ne peut se sentir totalement en sécurité dans la région. Les compagnies d'assurance hésitent également à couvrir les routes maritimes considérées comme trop risquées. Même des frappes limitées pourraient donc échouer à rétablir un commerce normal. La deuxième option serait de viser les infrastructures civiles, réseaux électriques, raffineries et installations énergétiques. Trump a déjà évoqué publiquement cette possibilité. Mais l'Iran a répondu par une menace claire. Si ces infrastructures énergétiques sont attaquées, Téhéran promet des représailles contre les grands centres de raffinage du Golfe. Cela pourrait provoquer une hausse brutale des prix du pétrole et un choc économique mondial. C'est pourquoi ce scénario reste extrêmement dangereux. La troisième option consisterait à cibler des responsables politiques ou militaires. Selon certaines informations, des listes de cibles potentielles existeraient déjà à Washington. La logique paraît simple. Éliminer certains dirigeants pourrait faciliter les négociations. Mais l'expérience suggère autre chose. L'Iran a déjà perdu de nombreux responsables importants. Et pourtant, le système continue de fonctionner. Une nouvelle vague d'assassinats ciblés pourrait détruire totalement les canaux diplomatiques. Cela fermerait la porte à toute négociation pendant des années. La quatrième option consiste à attendre et négocier. C'est la stratégie que Trump semble privilégier publiquement. Gagner du temps, conserver une marge de manœuvre, maintenir la pression tout en laissant la porte ouverte. Mais ici apparaît un problème plus profond. Le temps ne semble pas jouer en faveur de Washington. Les prix du pétrole restent élevés, la pression économique augmente, l'inflation touche les consommateurs et le conflit devient progressivement un problème politique intérieur. Téhéran comprend très bien cette dynamique. Cela mène à une conclusion centrale. Dans cette guerre, le temps semble davantage favoriser l'Iran que les États-Unis. Plus le conflit dure, plus le pouvoir de négociation de Téhéran augmente. L'Iran a subi de lourdes pertes. Des milliers de morts représentent un coût immense. Mais politiquement, le système reste stable. Trump, de son côté, subit une pression croissante. Un accord n'apparaît plus seulement comme une option diplomatique. Il ressemble de plus en plus à une nécessité politique. Les conditions iraniennes restent relativement claires. Un cessez-le-feu stable au Liban, la fin de la pression maritime, des négociations sans capitulation totale sur le programme nucléaire.
Téhéran insiste sur le fait que ses ressources stratégiques ne seront pas abandonnées. C'est une ligne rouge. La question la plus importante devient alors évidente. Que fera Trump ensuite? Mon analyse est la suivante. Son style politique rend peu probable un retrait discret. Il doit afficher une image de force. Cela signifie qu'une nouvelle démonstration militaire reste possible. Pas nécessairement pour gagner, mais pour créer l'apparence d'une victoire. Après cela, un accord négocié pourrait devenir plus probable. Concernant le risque nucléaire, Trump lui-même a déclaré que seul un fou utiliserait une arme nucléaire. Cette phrase agit comme un signal de retenue. Pour le moment, un scénario nucléaire semble peu probable. Mais la guerre n'est pas terminée. Une nouvelle escalade reste possible, tout comme une longue impasse. Le scénario le plus probable pourrait être un compromis que chaque camp présentera ensuite comme une victoire. Revenons au début. 6 mars. Trump exige la capitulation sans condition de l'Iran. 8 semaines plus tard, le ton a changé. Entre ces deux moments, des milliers de morts, des dépenses militaires massives, des tensions au Pentagone, une hausse des prix de l'énergie et un conflit qui ne trouve pas d'issue rapide. J'observe cette région depuis des décennies et une leçon revient toujours. Les superpuissances ne perdent pas seulement à cause du manque d'armes. Elles perdent souvent parce que le temps cesse de jouer en leur faveur. Lorsqu'une guerre dure trop longtemps, même la plus grande armée commence à s'essouffler. La vraie question est donc la suivante. Washington perd-il de l'influence non pas par faiblesse, mais à cause du temps? L'avenir dépendra de ce qui se passera pendant cette période de cessez-le-feu et de négociation. Cette fenêtre peut devenir une opportunité ou le début d'une phase plus dangereuse. Et maintenant, revenons à la question principale. Accord ou escalade? Comment pensez-vous que ce conflit se terminera? Écrivez votre réponse en un mot. Accord ou escalade? Votre point de vue compte, car les citoyens ordinaires perçoivent souvent des réalités que les récits officiels ignorent. Et dans un conflit comme celui-ci, cette perspective peut être aussi importante que les gros titres. À bientôt pour une prochaine analyse.